Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Merci à vous de nous suivre régulièrement sur les ondes de Canal M. Alors, est-ce possible de n'être plus la meilleure personne pour s'occuper de son enfant autiste? C'est un scénario que les mères envisagent avec chagrin, l'hébergement de leur enfant autiste hors du milieu naturel. Au surplus, la culpabilité et un chemin de croix pour obtenir des services décents succèdent à l'épuisement. Alors aujourd'hui, mes invités du jour, pour répondre à nos questions, Catherine Perrault, mère d'Eliott et autrice, Nathalie Boulet, intervenante à Autisme Montréal, et Catherine Desrivières-Pigeon, professeure de sociologie à l'UQAM. Donc, bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis ça va nous permettre de mettre en lumière vraiment ce sujet d'actualité pour nos éditeurs et auditrices. Alors, merci déjà à Catherine Perrault, à Nathalie Boulet et Catherine Desrivières-Pigeon. Donc, pour mettre en contexte, j'aimerais d'abord poser ma première question à Catherine Perrault, qui est mère d'Eliott et qui a écrit une autofiction, le roman L'élu. Donc, Catherine, vous allez nous parler de votre fils, son âge mental, ses limites. Mais avant tout, j'aimerais quand même, je voulais poser la question, le titre L'élu, vous l'avez eu comment et pourquoi? En fait, l'élu, c'est la signification du prénom Élie, en fait. Puis Mhm. Élie, c'est le jeune garçon dans mon roman. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu. Puis aussi, l'élu, c'est pour moi, c'est l'enfant qui prend toute la place. Tu sais, c'est le choisi, le seul, l'unique. Donc, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens avec l'histoire qui est racontée dans le roman. Oui. Oui. D'accord. Puis, vous avez ressenti le besoin d'écrire ce roman à quelle période de votre vie? Tout de suite après le départ de mon fils, en fait. Mon fils s'est désorganisé à un moment dans sa vie. Il était très jeune, il avait 13 ans. Et il a dû être acheminé vers un centre de réadaptation. Puis l'année qui a suivi a été extrêmement éprouvante. Et ça a été comme une manière un peu de mettre des mots sur la situation autrement que d'en parler. Parce que, tu sais, on finit toujours par répéter la même histoire, là. On a Mhm. l'impression un peu d'être lourd dans cette situation-là. Donc, de l'écrire, pour moi, ça a été comme une manière, finalement, d'évacuer certaines images, certains mots, tu sais, qui m'étaient arrivés. Mhm. Ça demeure une autofiction. Tu sais, il y a certains passages qui sont pas tout à fait collés sur le réel, mais je dirais quand même que à 90%, c'est l'histoire entre mon fils et moi, là. Ah oui, d'accord. Puis donc maintenant, Eliott, quel genre de fils il est? Elliot a aujourd'hui 18 ans depuis l'été dernier. Il est toujours hébergé en centre de réadaptation. En fait, un enfant. C'est plus un enfant, c'est un adulte, mais j'ai encore de la difficulté avec le concept. Mhm. Mais c'est une personne qui est très sensible à son environnement et qui peut se désorganiser plusieurs fois par jour là, dans ses moins bonnes périodes. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour moi de prendre soin de lui dans ces moments-là. Donc, il demeure une personne avec de très grands besoins, mais c'est aussi une personne merveilleuse. Il peut être très affectueux. Tu sais, on a vraiment un lien particulier, moi et mon fils, Mhm. et j'imagine que c'est le cas de plusieurs mamans d'enfants qui ont de grands besoins comme ça. Tu sais, on coupe jamais vraiment le cordon, là. Oui. Donc, on a une relation très fusionnelle encore, mais vu la situation, la distance, tranquillement, on doit un peu faire le deuil de l'autre, chacun de notre côté, là. Mhm. Oui. Dans les recherches, j'ai lu que c'est quand même assez peu courant l'hébergement d'un jeune enfant comme ça à 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté pour qu'il soit en hébergement?
Ben, en fait, c'est qu'il y a eu des gestes dangereux pour sa propre vie et la mienne. Mhm, Donc, c'est beaucoup de violence dans cette désorganisation-là. Puis, tu sais, sa détresse augmentait de semaine en semaine. On devient très démuni face à ça. Donc, il y a eu ce moment critique où la désorganisation a duré près de 36 heures et où j'ai contacté les services d'urgence qui le menaient à une hospitalisation qui a duré 2 semaines mhm, et au terme de laquelle on m'a dit tu peux pas repartir avec, c'est trop dangereux, tu sais. mhm. Donc, ça a été... c'est ce qui s'est passé. Puis en effet, c'est le plus dur, je pense, quand j'y repense aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'il avait 13 ans. Parce Ouais. que c'était pour moi encore un enfant. Tu sais, Mhm, cette situation-là, on dirait que dans ma vie, je m'étais dit que il y avait beaucoup de chances que ça arrive avec mon mhm. enfant parce que je le connaissais bien puis je le voyais aller, mais je pensais que ça arriverait à l'âge adulte, Ouais. pas à 13 ans. Ouais, Ouais. je comprends. Puis vous, vous avez quand même pris soin d'Eliott jusqu'à ses 13 ans. Puis vous, comme maman, dans quel état vous étiez? Est-ce que vous étiez au bord de l'épuisement avec tout ça ou au moment où c'est... Ben, oui, quand c'est arrivé, en fait, puis tu sais, on dit, je m'en ai occupé jusqu'à 13 ans, mais encore aujourd'hui, c'est énormément d'énergie et d'heures Mhm, que je dépense à m'occuper de lui à distance. Euh, donc, on est toujours un peu au bord de l'épuisement. ouais. Je pense les mamans qui Mhm, vivent ça parce que c'est un travail à temps plein, en mhm, plus de devoir gagner notre vie, puis de la vie s'arrête pas parce qu'on a cet enfant-là, tu sais. mhm. Donc, c'est sûr que oui, tu sais, il y avait une grande fatigue d'accumuler, mais malgré ça, je n'aurais, tu sais, jamais je pense que j'aurais été prête à dire volontairement que j'en avais assez. Ouais, je comprends. Parce que l'amour est comme trop grand pour, Mhm. Ouais, ouais, tout pour à fait. venir à ça. Euh, Nathalie Boulet, vous êtes intervenante à Autisme Montréal. Puis, est-ce qu'on peut affirmer qu'en général, les parents ne souhaitent pas que leur enfant autiste aille vivre hors de leur foyer? Je pense que oui. Moi, l'expérience que j'ai des familles que j'ai rencontrées, c'est tout faux choix qu'elles font, Mhm, c'est-à-dire qu'elles sont soit incitées à faire une demande d'hébergement, soit leur épuisement est tellement important que on va dire, la seule solution qui est proposée. mhm, Mais la plupart du temps, les parents ne sont pas satisfaits de ce choix-là, auraient aimé avoir d'autres options, auraient aimé avoir plus de support à domicile pour pouvoir s'en occuper, mhm. surtout quand on parle des enfants, parce qu'il y a très peu de structures qui accueillent les enfants. En tout cas, pour Montréal, des fois même à l'extérieur de Montréal, je sais qu'il n'en existe pas, donc ils se retrouvent dans des hébergements qui sont pour adultes. Ouais. Donc, c'est très rare, les hébergements pour enfants. Et dans ces cas-là, tous ceux que j'ai connus à l'association, c'était ils n'étaient pas satisfaits de cette situation-là. Mhm. Parce qu'après, on pourra parler plus longuement de ce qui se passe dans les ressources ou comment sont gérées les ressources, mais non, les parents, clairement pas, sont pas satisfaits. Ils sont tellement épuisés que c'est un choix, genre... euh, Bien malgré eux. exactement, Ouais, merci. ouais, C'est ouais. exactement ça. Puis on parle de ressources. Et quels sont les types de ressources pour ces jeunes? Alors, dans le système public, il y a 3 types de ressources qu'on parle. Il y a les RAC, qui sont les résidences à assistance continue. Souvent, c'est pour des personnes qui ont des troubles de comportement. OK. Donc, c'est normalement des résidences temporaires pour travailler sur la gestion du comportement qui est problématique. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les RIRTF. RIRTF, ça, c'est des contrats qui sont faits entre des personnes et le réseau de la santé. Mhm, Donc, ça, c'est aussi l'aspect problématique de la mhm. chose, parce qu'un contrat, c'est avec un appel d'offres, Ouais, comme pour construire un pont. c'est ça. C'était la même chose. Donc, Puis juste le RI, excusez-moi, oui. RI, c'est pour résidence intermédiaire et RTF, résidence de type familial. D'accord. Donc, c'est à peu près la même chose, mais dans les RI, habituellement, le propriétaire habite pas forcément sur les lieux, Mhm. tandis que dans les RTF, souvent, c'est une famille qui va accueillir des personnes chez elle. OK. Donc, c'est ces 2 types-là qu'on voit les plus fréquemment, en fait, Mhm. où il y a des personnes qui sont placées là. OK. Donc, alors, il y a 3 types, c'est ça? Oui, après, il Ouais. peut exister d'autres types qui sont moins fréquents, comme des organismes communautaires qui ont développé
des maisons ou des fondations. On a entendu parler de la fondation Véro et Louis, des choses comme ça. Donc, des initiatives plus dans le cadre, entre guillemets, communautaire ou / privé qui peuvent exister. Il existe quelques autres choses qui sont des appartements supervisés. Aussi, ça, on parle plus pour des autistes de plus haut niveau de fonctionnement, en tout cas plus autonomes. Mais là encore, ils sont très rares, très rares. Donc, c'est à peu près les choses qui existent. Et là, pour Montréal, il y en a sûrement en région, mais là, je ne pourrais pas vous donner l'information. C'est le développement de ce qu'on appelle les maisons alternatives, qui sont le dernier projet en date, là, comme on a vu, les maisons des aînés. C'était les maisons alternatives pour les personnes en déficience intellectuelle, autisme et déficience physique. Mais pour ces maisons-là, il faut savoir que ce n'est pas pour des jeunes qui ont des troubles de comportement. OK. Parce qu'il y a beaucoup plus de place, normalement, à l'autonomie des personnes, etc. C'est un nouveau modèle là, qu'ils veulent mettre en place. Ce n'est pas encore ouvert. On a des questionnements sur le réel fonctionnement que ça va avoir lieu, mais c'est encore... ça, c'est un nouveau modèle. Un nouveau modèle, présentement. D'accord. Je poursuis ma discussion avec Catherine Perrault, mère d'Eliott et autrice, Nathalie Boulet, intervenante à Autisme Montréal, et Catherine Desrivières-Pigeon, professeure de sociologie à l'UQAM. Alors, ce que j'aimerais savoir, on a entendu parler Catherine, lorsque il fallait héberger son fils, comment ça se passe? C'est quel choix? Est-ce que ce sont des intervenants qui font le choix justement de où va être hébergé le jeune ou l'adulte? Ben, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de choix. Ah, OK, d'accord. Donc, non, en fait, les parents doivent informer, ou en tout cas avec des discussions avec normalement les intervenants au dossier, donc habituellement une travailleuse sociale, possiblement un éducateur aussi, discuter de ce choix-là, on va dire, de la décision de l'hébergement, qui des fois peut être proposé par les gens du réseau de la santé également. Après, il faut savoir que la non-disponibilité des ressources à l'heure actuelle, dans tous les domaines, là, RAC, RI, RTF, fait en sorte qu'il n'y a pas de choix qui est possible pour les familles. C'est pas comme si on leur présentait plusieurs maisons et avec plusieurs façons de fonctionner différentes et qu'ils puissent dire « Ah, ben moi, celle-là me convient mieux, celle-là est plus proche de chez moi, celle-là offre plus de stimulation. » Non. Habituellement, on leur propose un premier choix. S'ils ont le malheur de refuser, à ce moment-là, souvent, ils se font dire que attention, parce que ils sont épuisés, qu'il n'y a pas beaucoup de ressources et que s'ils refusent encore une fois, ça se pourrait que leur dossier passe en dessous de la pile extrêmement longue qui est déjà dans l'hébergement. Là. Donc, ça, c'est la première chose que les parents apprennent, c'est que... Parce que moi, je parle des fois des parents qui ont des enfants très jeunes et qui pensent au futur et des fois pensent, comme Mme Perrault l'a mentionné, là, pour plus tard. Donc, ils veulent avoir des informations. Puis la première chose qu'ils apprennent, c'est qu'ils n'auront pas le choix.
Et ça, c'est très difficile, très, très difficile parce que on nous impose un milieu, puis il y a beaucoup de problématiques dans les milieux d'hébergement à l'heure actuelle. Beaucoup de personnel non formé, donc qui ne savent pas comment faire ou quoi faire avec des jeunes qui ont des besoins particuliers. Il faut savoir que dans les RI, le propriétaire, lui, doit avoir une certaine diplomation, mais les gens qui l'embauchent pour travailler dans sa ressource n'ont aucune obligation. Donc, on s'est retrouvés, puis pour avoir accompagné des familles dans ce processus-là, on se retrouve des fois avec des gens qui travaillent dans des ressources et qui ne connaissent pas vraiment l'autisme, ni les besoins rattachés par rapport au visuel, à la routine, etc., ou à la gestion des comportements problématiques. Donc, c'est un grand enjeu. Là, on a beaucoup de familles en détresse par rapport aux situations d'hébergement et beaucoup de parents, comme dit Mme Perrault, là, qu'elle continuer l'épuisement dans le sens où il faut qu'ils soient très, très présents. Il faut qu'ils continuent à être très présents parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont oubliées dans les ressources, entre autres la santé, qui des fois est un gros facteur là, quand c'est des jeunes qui peuvent avoir de grosses problématiques au niveau de la santé, problèmes d'allergie, problèmes gastro-intestinaux, des choses de l'épilepsie, c'est des choses très fréquentes. Et on a des personnes qui ne font pas des suivis médicaux ou qui n'amènent pas les jeunes à l'hôpital, voir le médecin, faire certains suivis. Donc là, on se retrouve dans des situations où les parents sont catastrophés souvent de ça. Donc, tout à fait. On va poursuivre en détail, mais je voudrais introduire ma troisième invitée. Alors, Catherine Desrivières-Pigeon. Donc, vous êtes professeure au département de sociologie de l'UQAM. Puis, j'aimerais ça que vous me parlez un peu de votre champ d'expertise. Et puis, vous êtes chercheuse dans ce domaine. Alors, expliquez-nous. Alors oui, moi, je suis sociologue de la santé, en fait. Donc, je m'intéresse à la question de la santé, notamment autour de la santé des familles, la santé des mères d'enfants autistes. Et je m'intéresse à l'autisme depuis plusieurs années. Donc, j'ai eu la chance de faire plusieurs recherches, autant autour de jeunes enfants autistes et de la situation familiale, mais aussi d'enfants un peu plus vieux. Et puis, récemment, là, la question des adultes ou enfin des jeunes adultes autistes là, a émergé de façon très importante. OK. Puis, est-ce que vous avez sûrement dans vos études étudié aussi la charge mentale des parents? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de ce que vivent les familles d'enfants autistes et puis de leur santé, il y a plusieurs dimensions dont il faut tenir compte là, pour analyser cette situation-là. Et on fait souvent comme ce petit jeu de mots avec TSA pour trouble du spectre de l'autisme. On utilise, dans mon équipe, on utilise le modèle qu'on appelle TSA, mais pas pour trouble du spectre de l'autisme, travail, soutien, argent. Alors, travail, par rapport au travail, des enjeux de travail domestique ou de soins, c'est-à-dire ce dont parlait là, Mme Perrault, tout le travail qui est réalisé par les parents de manière gratuite, mais qui est quand même un travail et qui est extrêmement important. En fait, toute la société compte sur le travail des parents. Le travail rémunéré aussi, parce que, comme elle l'indiquait également, les parents doivent continuer à travailler, les mères doivent continuer à travailler, elles ne le peuvent pas toujours. Le soutien, évidemment, le soutien qu'elles peuvent recevoir comme famille, mais surtout qu'elles peuvent donner également, qui est très important. Puis on parle du soutien, autant le soutien, je dirais, informel de la part de la famille élargie, par exemple, mais le soutien de la part de l'État, des organismes communautaires, etc. Et puis l'argent, qui est vraiment au cœur des difficultés vécues par les familles, puisque le fait d'avoir un enfant qui a des besoins particuliers emmène des coûts très importants. Et comme je l'expliquais, amène aussi le fait de ne pas pouvoir travailler parfois. Donc, ça crée des situations financières extrêmement difficiles pour les familles et pour les femmes en particulier. Ah oui, tout à fait. J'ai vu ça. Puis souvent, ce sont les femmes qui ont cette charge parentale-là dans le parent. Et puis, souvent, il y a aussi tout l'aspect financier aussi. Qui est très important, en effet. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment... moi, je suis sociologue, donc j'ai un regard très social. Toute la société
compte en fait sur ce travail gratuit, comme je l'expliquais, mais fait en sorte aussi que les non-choix, comme le disait Nathalie, sont souvent faits par les femmes. Parce que si on regarde dans la société, lorsqu'il y a un couple avec un père et une mère, ben on sait qu'en moyenne, les hommes gagnent davantage, ont des revenus plus élevés que les femmes en moyenne. Donc, le choix de quitter son emploi ben, devient souvent un choix qui est fait par la personne qui gagne moins, finalement. C'est ça, ouais. Donc, c'est des dynamiques sociales, même si c'est vu comme étant individuel, donc le choix personnel de s'occuper de l'enfant, etc. Mais en fait, c'est des choix qui n'en sont pas et c'est socialement... C'est l'attente qu'on a envers ces familles, mais pourtant, je pense que comme société, on ne les soutient pas suffisamment, autant les enfants que les parents. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Catherine Perrault, dans le livre, vous l'avez écrit aussi, je pense que pour rendre visible aussi ces mères qui sont derrière ça. Puis parlez-nous de cet objectif, et puis bon, ça doit vous parler aussi, ce que vient de dire Catherine. Oui, absolument. En fait, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en autisme aussi. Auparavant, j'étais conseillère pédagogique en adaptation scolaire et j'ai côtoyé aussi, tu sais, beaucoup de familles qui vivaient un peu ma situation, de femmes, surtout de mamans. Euh, Puis quand ça m'est arrivé, tu sais, je trouvais que c'était spécial comme situation parce que je trouvais que j'étais vraiment une personne très bien outillée dans la vie, tu sais, pour intervenir en situation de crise, pour savoir quoi mettre en prévention avec mon enfant. Puis c'est quand même à moi que c'est arrivé et j'ai pas pu éviter ça. Puis l'une des premières choses qui m'est venue en tête quand tout ça est arrivé, c'est toute la solitude que pouvaient vivre les gens qui vivaient ça. En fait, je me disais, hey, Catherine, toi, tu as une famille, tu as des amis, tu sais, qui te soutiennent dans cette épreuve-là. Mais tu sais, pour avoir connu dans mon parcours professionnel plusieurs familles très, très seules dans leur dynamique familiale, c'est très isolé, je me disais, ouf, tu sais, ces mères-là qui vivent ça, je sais pas trop, tu sais, comment tu fais pour rebondir, pour tu sais, continuer puis aller vers demain. Donc, j'avais un peu cet objectif-là en écrivant le livre, tu sais, que ces mères-là puissent se dire au minimum, ah, j'aurais pu l'écrire moi aussi, ce livre-là, tu sais. Ces mots-là, je les ai pensés, je les ai ressentis. Donc, c'était un peu, c'est sûr que c'était mon plus grand souhait, en fait, d'un peu briser l'isolement ou la sensation d'isolement que ces personnes-là vivent au quotidien. Je ne sais pas si je peux intervenir. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de lire votre livre en très grande partie. Là, je l'ai acheté hier, alors j'ai pas eu le temps de tout le lire. Mais je trouve que vous faites... D'abord, j'encourage tout le monde à l'acheter et je le trouve vraiment très bien fait dans ce sens-là. On sent à la fois, évidemment, la détresse, mais aussi la résilience à quelque part de cette mère-là, l'ampleur du travail qui est fait, l'ampleur de l'investissement qui est fait. Donc, je trouve que c'est un livre, puis vous le dites, qui va peut-être servir à d'autres mères qui vont se sentir moins seules, ça c'est sûr. Mais j'espère que ça sera lu aussi par des gens qui imaginent pas, en fait, l'ampleur du travail et de la détresse et qui vont comprendre et que la société, j'en reviens un peu à ça, mais va réaliser l'ampleur du travail qui est réalisé parce que c'est important. Absolument. J'ai eu quand même quelques commentaires en ce sens-là de gens qui m'ont dit, tu m'as vraiment ouvert les yeux sur quelque chose que je connaissais pas, tu sais, ou je peux pas croire que tu vivais ça alors qu'on se connaît, je savais pas à quel point c'était demandant, tu sais, donc... Ouais. Oui, tout à fait. C'est vraiment bien écrit. Et puis, tout le cheminement, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce contact que aussi vous disiez, Nathalie, dans le sens que le parent reste proche de l'enfant. Moi, à la page 65 du livre, Catherine, j'ai trouvé que c'était un cri du cœur quand vous lancez ce qui a dit « J'ai peur que tu me survives ». C'est quand même, c'est quelque chose, ça m'a beaucoup interpellée en tant que parent, mais ça, de le dire, c'est ça, j'aimerais ça vous entendre, Catherine. Ben, je pense que c'est la plus grande peur de tous les parents, puis on se l'avoue pas. Ça prend du temps avant qu'on se l'avoue, ça, mais tu sais, moi, mon fils, je me dis toujours, si je suis pas sur la terre, il y a personne qui va en prendre soin comme j'en prends soin, même encore aujourd'hui, tu sais, même encore à distance, tu sais,
Puis c'est très difficile d'envisager le laisser seul dans l'incompréhension, dans le deuil, tu sais, alors qu'il est limité pour pouvoir rebondir à ces situations-là. Donc moi, je préférerais prendre sur moi le deuil d'un enfant que de lui léguer cette charge-là à lui, tu sais, dans toute sa complexité. Ouais. Oui, puis si je peux intervenir, mais c'est un discours que malheureusement, parce que je l'ai entendu plusieurs fois de parents à mon association là, parce qu'ils trouvaient ça extrêmement difficile. Puis, comme on disait, là, toutes les petites attentions, le suivi que les mamans font, qu'ils soient à la maison ou qu'ils soient hébergés, parce que ça continue. Je veux dire, des fois, il y a des parents qui m'ont même dit que c'était plus de travail après l'hébergement qu'avant. Pensent tous à ça. Il y a quelques initiatives, là, justement, d'organismes qui tentent de réfléchir au vieillissement des personnes, parce que, justement, il y a tout l'aspect de la crainte des parents qui est là, qui est très présente, et il n'y a actuellement pas de réponse en arrière, parce que on sait bien ce qui se passe dans l'hébergement à l'heure actuelle. C'est pas très beau. C'est pas très... il n'y a aucun parent qui fait ce choix-là de manière extrêmement positive et qui est très satisfait. On n'a pas de commentaire de grande satisfaction de l'ensemble de l'hébergement. Il y a quelques initiatives positives, mais il y en a d'autres, malheureusement, ça laisse beaucoup à désirer. Donc, pour les parents, je veux dire, c'est comme si on allait dans un trou noir, là. C'est extrêmement difficile. Mais il y en a plusieurs qui mentionnent ce que Mme Perrault vient de mentionner aussi, là. J'ai lu quelque part, il y a comme une différence quand on parle d'hébergement et de placement. Est-ce que... Oui. En fait, le réseau de la santé parle d'hébergement. Un placement, c'est quand c'est non volontaire. Donc, on fait plus ça quand on parle de suivi avec la DPJ, par exemple. Donc, un placement, c'est... si je peux caricaturer, mais involontaire, tandis qu'un hébergement, normalement, c'est dans un choix qu'on a dit qu'il n'existait pas, mais quand même un choix, contrairement au placement. Voilà, c'est ça. Parce que le parent est sollicité aussi dans la démarche, tandis que le placement, c'est vraiment le parent n'a aucun mot à dire. Habituellement, c'est plus les cas de DPJ là, qu'on entend parler, puis là, c'est un jugement qui ordonne un placement. Ça peut arriver pour des familles en autisme aussi, mais on est plus dans la vague de vouloir mettre en place des hébergements. Mais bon, quand je dis qu'il y a... Comme tantôt, là, il n'y avait pas de choix. Donc, à ce moment-là... Bon, ça, c'est des... Avant, on parlait de placement. Même, c'est après, dans le réseau de la santé, à un moment donné, a décidé qu'on ne disait plus placement et qu'on devait dire hébergement. Mais bon, pour les parents, ça revient un peu au même. C'est le fait que leur enfant ne vive plus avec eux. D'accord. Si je peux dire ça. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec Catherine Perrault, mère d'Eliott et autrice, Nathalie Boulet, intervenante à Autisme Montréal, et Catherine Desrivières-Pigeon, professeure de sociologie à l'UQAM. Donc, ce que j'aimerais ramener sur le tapis, le fait que déjà quand on est parent avec des enfants qui n'ont pas de besoins particuliers, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, quand on a des enfants et on n'a pas l'expertise déjà, comment on fait? Alors, Catherine? Alors, nous, on a fait des recherches là, où on a vraiment documenté le travail domestique et de soins qui était fait par ces familles-là. Et il y avait plusieurs points qui étaient intéressants, mais un des points, quand on parle d'enfants ou d'adolescents ou de jeunes adolescents, c'est que toutes les tâches qui sont faites par les familles habituellement, donc faire les repas, le bain,
le reconduire à l'école, etc. Évidemment, c'est les mêmes tâches qui sont faites avec ces enfants-là, mais il y a une complexité à ces tâches-là qui fait en sorte que ça devient comme un travail professionnel. Donc, les parents, les mères en particulier, n'ont pas le choix que de devenir des intervenantes en quelque sorte, parce que une tâche simple comme donner le bain, par exemple, mais elle devient très complexe parce que, bon, tel enfant a besoin, par exemple, qu'il y ait sa débarbouillette-là, puis son canard-là, puis que ça doit se faire dans cet ordre-là, puis etc. Puis si c'est pas fait avec toute la connaissance et la complexité, ben ça crée comme un surtravail. D'abord, ça peut créer de la détresse chez l'enfant, une désorganisation, etc., mais ça peut créer un surtravail. Et donc, les parents, ça devient difficile pour ces mères-là particulièrement de déléguer le travail parce qu'elles deviennent l'experte de l'enfant. Et même si elles pourraient avoir du soutien, par exemple, de la famille, etc., parfois, c'est complexe même d'aller chercher ce soutien-là. Donc, il y a vraiment un travail qui est caché parce qu'on a l'impression que c'est une tâche simple, faire les repas, mais non, c'est un travail qui devient vraiment extrêmement précis, spécialisé. Les mères deviennent des intervenantes. Elles savent comment naviguer dans le réseau de la santé. Elles savent... C'est vraiment un travail d'une très, très grande ampleur qui est réalisé. Puis elles deviennent des expertes de leur enfant. Puis en plus, elles deviennent des expertes par la force des choses. Est-ce qu'il y a une formation? Bien, il peut y avoir des parents qui peuvent avoir des formations parfois, mais de façon générale, ils deviennent expertes par le travail. Comment on devient bon dans quelque chose, c'est à force de le faire et puis de réaliser qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, ça ne m'étonne pas du tout ce que Catherine disait par rapport au fait que même lorsque l'enfant est dans un hébergement quelconque, on reste la personne qui se sent responsable, la mère, parce que justement, cette expertise-là, savoir qu'est-ce que cet enfant-là a besoin, comment il communique parfois de façon différente, mais ça, c'est une expertise que les mères possèdent et donc, elle reste au cœur des besoins de l'enfant et elle garde cette charge-là de travail. Parfois, on parle de charge mentale, mais là, c'est même pas seulement mental, c'est vraiment une charge dans physique, tous les sens du mot. Tout à fait. Nathalie? Mais, par rapport à ça, justement, si je reviens aux enfants, aux adultes qui sont hébergés, ce que les parents sont témoins souvent, c'est du roulement de personnel dans les ressources. Donc, toutes, justement, ces petites choses que les parents connaissent, comprennent, c'est quoi le besoin de leur enfant, même s'ils ne parlent pas. Parce que c'est aussi là qu'ils deviennent des experts. On les écoute pas assez. Souvent, ils sont mis de côté. Des fois, même, il y a des pratiques qui disent « Ah, le premier mois d'hébergement, ne venez pas. » Ah, ouais. Parce que ça serait... On cherche encore où est la raison clinique en arrière. Mais moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Donc, toutes ces petites choses que le parent a appris à connaître chez son enfant, qui détecte plus rapidement que n'importe qui comprend c'est quoi le besoin, ben ça, là, les intervenants, quand ils roulent tout le temps, là, ben c'est pas possible qu'ils apprennent ces choses-là. Ça, c'est des choses qui s'apprennent sur la durée. Donc... là, c'est aussi pour ça que le parent, j'allais dire, doit s'impliquer, devrait être au cœur encore du travail, mais malheureusement, dans les pratiques, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont beaucoup quand même mis de côté. Des fois, moi, j'ai eu des parents un peu considérés comme fatigants. Donc, on essaye de limiter leurs interactions avec la ressource, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des enjeux, c'est des ressources où il n'y a pas une seule personne, il y a souvent 5 jeunes qui vivent dedans. Donc, il faut faire avec, c'est sûr, mais ça reste un lieu de vie, c'est ce qu'on essaye de ramener. Un lieu de vie, ben... il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent à l'intérieur, là. Et le parent devrait être beaucoup plus impliqué. En tout cas, on devrait bénéficier beaucoup plus de leur expertise parce que, comme disait Catherine, c'est les experts de leur enfant. Ouais, je comprends. Et souvent, c'est tellement difficile au quotidien qu'ils ont trouvé plein d'astuces qu'il n'y a qu'eux qui ont pu trouver. Donc, ces astuces-là, il faut les connaître. Il faut les connaître pour bien accompagner un enfant. Donc, oui, ça, c'est l'autre... Enfin, j'allais dire une grande problématique de personnel qui roule tout le temps dans les ressources. Nous-mêmes, je le vois, on a une maison de répit de fin de semaine où on accueille des jeunes juste pour la fin de semaine. Et des fois, nos intervenants, après une fin de semaine, vont nous dire « je suis fatiguée ». On le sait, ça peut être très demandant. S'ils ne dorment pas, ben, eux non plus. Bon, il y a plein d'enjeux comme ça. Et des fois, je leur ramène le fait que
si eux, ils sont épuisés après 2 jours et demi... Imaginez le parent, tout à fait. Ouais. Donc, oui, ça c'est... Catherine Perrault, par rapport à ce que Nathalie vient de dire, vous avez de voir tout ce roulement de personnel, c'est quelque chose qui est venu vous stresser. Est-ce que vous avez vécu ça ou avec la ressource où se trouve Elliot, ça fonctionne bien? En fait, moi, j'ai été quand même très, très impliquée là, dans toutes les sphères de décision par rapport à mon fils, mais je me suis beaucoup imposée aussi. Euh, mais j'ai eu vraiment une belle écoute. Tu sais, je peux pas, faut être honnête, là, j'ai vraiment eu une belle écoute. Ceci dit, ce qui est difficile, c'est que dû au roulement de personnel, puis souvent, on est avec des filles d'agence aussi, donc des filles d'agence qui sont là pour un chiffre, mais qui ne seront pas là avant la semaine suivante. Donc, c'est très difficile pour les personnes qui habitent dans le centre d'établir un lien avec ces gens-là. Donc, on est toujours en train de recommencer comme parents impliqués à expliquer les bases, à bien faire comprendre en fait l'importance de certains gestes, l'importance de... Donc, c'est très, finalement, tu sais, on l'explique aussi souvent qu'on le faisait auparavant. Là. Tu sais, on est vraiment dans cette optique-là. Moi, j'ai eu la chance dans le roman, je parle de Marie-Soleil, mais j'ai eu la chance d'avoir une jeune préposée aux bénéficiaires qui est arrivée dans la vie de mon enfant et qui est extraordinaire et qui m'a vraiment soutenue dans les 2 dernières années, là, plus principalement. Mais là, elle est enceinte. Donc, là, on vit tout c'est ça, le deuil. Mon fils est en deuil de son dans son intervenante préférée. Puis en plus, ben, il y a toujours un roulement de personnel qui fait qu'il faut toujours réexpliquer. Puis on dirait aussi que les gens, quand ils arrivent en cours de route, tu sais, ils n'ont pas été témoins de l'urgence de la situation quand mon enfant est arrivé. Il y a une grosse différence entre l'attitude de ceux qui étaient là à l'origine, qui savent très bien de où on part, et ceux qui arrivent maintenant, aujourd'hui, qui peuvent peut-être parfois banaliser ou même juger la situation parce qu'il y a aussi du jugement de la part des gens qui travaillent à même les centres de réadaptation. Donc, voilà. Oui. Est-ce qu'on a déjà, ou bien est-ce que c'est courant, on a déjà vu comme une personne autiste qui était en hébergement retourner dans son milieu familial? Moi, j'ai eu l'exemple de 3 familles qui, suite au COVID, ou en tout cas, ça a été des hébergements qui se sont déroulés pendant le COVID, ont décidé, dans le courant de la pandémie, de récupérer leur enfant. Et là, je parle de parents qui avaient dépassé l'âge de la retraite, qui avaient des enfants qui avaient plus que 40 ans pour les 3. Donc oui, des choix. Pour 2 d'entre eux, c'était lié à des situations médicales de non-suivi à la ressource qui auraient pu les amener à des situations beaucoup plus graves. Il y en a qui ont eu des hospitalisations suite à ça parce que ça n'avait pas été... le suivi médical n'avait pas été respecté. Donc, des parents qui, à l'heure actuelle, sont vraiment à bout de souffle, mais c'est comme si on leur proposait un choix impossible. À l'heure actuelle, ils ont vécu l'hébergement, ils ont constaté toutes les lacunes qu'il peut y avoir dans les milieux où ils étaient, et là, ils ne sont plus prêts. Comme disait Mme Perrault tantôt, là, mais ils se questionnent sur comment va se passer la suite des choses, parce qu'ils savent bien qu'ils sont vieillissants. Il y en a qui n'ont pas les structures aussi, il y en a qui ont des frères et sœurs, etc., qui, des fois, vont prendre le relais, mais la plupart des familles ne veulent pas laisser cette charge-là à leurs autres enfants, ou les autres enfants ne le veulent pas, hein, des fois, ça peut être ça aussi, mais... Donc, c'est des questionnements, j'allais dire, qui sont sans fin, malheureusement. On n'a pas de solution là, à leur proposer, parce que je peux pas faire une image de l'hébergement comme si tout allait bien. Ça serait pas la réalité. Ils me diraient, ben là, tu m'as raconté n'importe quoi. Donc, c'est très difficile pour ces parents-là. Très, très, très difficile. Si je peux ajouter dans le même sens, une des choses que dit la recherche...
et qui est peut-être un peu inquiétant également, c'est que le nombre d'enfants autistes, si on parle de jeunes enfants, a augmenté de façon très importante dans les dernières années. Et donc, ces enfants-là vont devenir des adultes autistes et c'est plutôt à l'âge adulte là, qu'on voit que se posent ces questions, savoir où va résider l'enfant devenu adulte s'il n'est pas capable d'être autonome. Et si on parle de l'âge de 21 ans, lorsque le milieu scolaire ne prend plus en charge pendant la journée. Donc, on est vraiment dans une période un peu de transition vers davantage là, de besoins en termes de nombre de personnes concernées. Et je pense qu'il faut, comme société, comme chercheuse aussi, commencer vraiment à réfléchir à différentes solutions. Parce que l'autisme, c'est plein de choses différentes. Hein? Il y a vraiment un large éventail là, de caractéristiques. Là, les besoins sont complètement différents. Mais je pense que des personnes autistes adultes qui vont rester avec leur famille et qui pourraient rester, parce que des fois, c'est pas possible, mais des fois, c'est possible, mais vont avoir besoin d'un soutien plus important. Ces familles-là, ces parents-là, ces mères-là vont avoir besoin de soutien, ces adultes autistes-là. Et bon, parfois, c'est de l'hébergement, mais très souvent, c'est plein d'autres choses et il faut vraiment se donner les moyens là, de soutenir, de réaliser. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que dit Nathalie là, par rapport au fait que les intervenants et même, je dirais, les décideurs politiques ne réalisent pas l'expertise des familles, mais s'ils le réalisaient, ben, ils se rendraient probablement compte que c'est beaucoup plus payant de soutenir les familles lorsque c'est possible que de faire des hébergements ou de ne pas les soutenir, ce qui les met dans des situations de crise où parfois, voilà, il n'y a pas de solution où c'est vraiment des mauvaises solutions qui sont placées. Donc, si je peux faire la suite, c'est que justement, l'épuisement, parce qu'il n'y a pas assez de support à domicile, amène les familles à faire le choix, on va dire, entre guillemets, le choix de l'hébergement. C'est le manque de support à domicile parce que la plupart des parents veulent pas aller vers l'hébergement. Moi, tout ce que j'ai rencontré, c'est pas un vrai choix, c'est souvent l'épuisement qui parle à leur place. Et à ce moment-là, on leur dit s'il y avait plus de support, mais du réel support à domicile. Et quand je dis à domicile, mais par exemple pour avoir accès à des services sociaux pro, là on parle plus pour les 21 ans et plus, mais même avant ça, là, toute l'adolescence qui est une période extrêmement compliqué en autisme. Et là, je parle de tous les niveaux. C'est pas les mêmes problématiques, mais quel que soit le niveau de fonctionnement, c'est une période explosive. L'adolescence est explosive, ben, c'est exponentiel chez les personnes autistes. Et là-dessus, on voit, ben, nous, ce qu'on a, c'est des listes d'attente. Ou beaucoup de réunions pour vérifier si finalement on ouvre un dossier ou on n'ouvre pas un dossier, de suivi en réadaptation. Et puis, les suivis intensifs sont vraiment limités à des fois des 1 heure par semaine quand un parent vit des crises à tous les jours ou des comportements problématiques qui peuvent durer des moments très importants dans la journée, qui n'arrive pas à envoyer son enfant à l'école parce qu'il ne veut pas s'habiller ou parce que... Bon, X raisons, là, les parents connaissent toutes les problématiques qui peuvent exister. Ben, c'est ridicule de proposer 1 heure de support à domicile. On a besoin d'une intensité beaucoup plus importante. Mais encore là, hein, le réseau fonctionne à ce qu'on remet dans les mains du parent la charge de l'intervention. Donc, les intervenants disent c'est quoi que le parent doit faire. Et après, il y a les bons parents et les mauvais parents, selon le réseau, entre guillemets, là, évidemment. Mais si tu interviens trop bien, on te donne plus de services parce que tu es trop compétent. Trop compétent. Et si tu les donnes pas assez, ça peut être aussi problématique parce que tu fais pas comment le réseau veut que tu fasses. Donc, on est vraiment dans pour l'instant, une situation un peu grandement problématique.
De retour avec Catherine Perrault, mère d'Eliott et autrice, Nathalie Boulet, intervenante à Autisme Montréal, et Catherine Desrivières-Pigeon, professeure de sociologie à l'UQAM. Alors, Catherine, vous voulez ajouter à ce qu'a dit Nathalie? Oui, une des choses, moi, qui m'a frappée dans le livre, et je ne sais pas si c'est la partie réelle ou fiction, là, Catherine pourra répondre, mais à un moment donné, elle décrit la ressource où son enfant est hébergée, et puis elle compare l'environnement dans lequel se trouve son enfant à un autre environnement qui est tout près dans le livre, je ne sais pas si c'est vrai, qui est une prison, et elle explique à quel point l'environnement, même physique, le jardin ou la possibilité d'avoir, je sais pas, un gymnase ou autre est de meilleure qualité selon elle dans la prison que dans la ressource. C'est tellement triste. Je sais pas si c'est quelque chose qui est réel, mais en fait, je voulais rebondir pour dire qu'il y a un enjeu aussi de qualité. On a parlé de qualité du personnel qui est important, qui est probablement le plus important, mais aussi de qualité là, de quels moyens on donne finalement aux personnes, quel environnement on donne à ces jeunes. Ont-ils la possibilité d'avoir une petite cour, d'avoir un peu d'accès à des activités intéressantes. Donc, j'aimerais peut-être entendre Catherine. Je ne sais pas si c'est fictif ou pas. Non, ce n'est pas fictif. Le centre de réadaptation est vraiment tout de suite à côté, situé tout de suite à côté d'une prison, ça c'est vrai. Puis ce qui m'a inspiré ça dans le roman, c'est il y a eu un moment il y a quelques années où il y a eu un article dans Le Devoir, je crois, où on nous disait que certains patients non judiciarisés allaient être acheminés à Pinel. Et c'était des patients justement atteints d'un TSA, d'une déficience intellectuelle sévère et tout ça. Et là, les gens étaient très outrés, tu sais, dans les commentaires. Moi, j'avais lu l'article, puis là, les gens étaient très outrés, comment que ça n'avait pas de bon sens. Ils ont raison d'être outrés, mais quand on voyait les photos de la prison, moi, je me dis, à cette époque-là, Elliot arrivait au centre et je me disais, oh mon Dieu, mais ça n'a rien à voir. Tu sais, les gens ne savent pas ce que ça a l'air, un centre de réadaptation. En tout cas, dans ma région, c'est ainsi. Et tu sais, on ne peut pas laisser notre enfant là sans y laisser notre cœur en lambeaux, là, parce que c'est très, très, très désuet. Tu sais, je veux dire, il y a des trous dans les murs. Il y a rien de. Il n'y a rien de rassurant quand tu es un parent et que tu laisses ton enfant là. Tu sais, déjà que tu dois t'habituer à un langage aussi qui, pour moi, est très déshumanisant. Tu sais, quand on parle de placement, tu sais, de placer une personne, moi, ça vient toujours beaucoup me chercher. Quand on parle de client, moi, mon fils est devenu du jour au lendemain un client, alors que, tu sais, pour moi, c'est loin d'être un client, c'est une personne dont on doit prendre soin. Donc, tu sais, tout le langage devient très déshumanisant et en plus, les lieux nous donnent vraiment envie d'y mettre le feu, là, tu sais. Fait que pour un parent, c'est pas juste le deuil de son enfant, c'est comme, on dirait que c'est une chose après l'autre qui nous font dire, oh mon Dieu, mais je suis vraiment rendu là, j'ai pas d'autre choix que ça, là. Tu sais, c'est ça qui s'en vient pour moi. Donc, c'est très, très difficile, en effet. Et la distance aussi, mais ça, c'est peut-être plus particulier en Abitibi, mais le fait que vous aviez à faire, je sais pas, 2 heures de route ou quelque chose comme ça pour vous rendre, ça complexifie drôlement la vie, ça. Oui, moi je fais, là j'y vais maintenant 2 fois par semaine. Je vais voir mon fils, c'est 1h30 me rendre. Je reste avec lui environ 1 heure et demie et je reviens 1h30. Donc on s'entend qu'à chaque fois ça prend presque une journée finalement faire ça. Donc oui, puis au début, tu sais, moi mon fils quand il est parti, il était très blessé. Tu sais, il était blessé physiquement là, il avait perdu beaucoup de poids, il était malade, ça allait pas là. Donc là, de savoir qu'il fallait que je fasse ce chemin-là à tous les jours, parce que les 6 premiers mois, je le faisais à tous les jours. J'étais incapable de ne pas être là à son réveil ni à son coucher. Donc, je passais ma journée au centre de réadaptation avec lui à essayer de l'apaiser. Donc, c'est sûr que la distance, en plus, tu deviens un peu fou là, tu sais, à travers tout ça. Là. Ouais.
Puis, est-ce qu'il y a une lumière du tunnel? Nathalie, vous avez parlé tout à l'heure des listes d'attente. J'ai peur de vous demander, c'est comme nos listes d'attente lorsqu'on attend à l'hôpital, lorsqu'on attend une opération, c'est pire que ça. Ben, le réseau de l'hébergement est bouché, on va dire. Et le taux d'occupation est à 99%. Donc, les 1% qui restent sont ce qu'on appelle les urgences sociales. Donc, un parent qui décède, un parent qui est hospitalisé, qui donc là est vraiment, plus en capacité. À ce moment-là, il y a des mécanismes pour trouver des places. Et encore que, moi, j'ai des jeunes qui attendent dans des endroits qui sont pas des lieux d'hébergement normalement. Donc, là, il va falloir beaucoup, j'allais dire, développer de ce côté-là. C'est une problématique qu'on essaye de marteler déjà depuis de nombreuses années. Dans nos revendications, on annonce toujours les chiffres de l'autisme et on va chercher les chiffres scolaires, les chiffres qu'il y a aux États-Unis parce qu'on considère qu'on a des similitudes par rapport à eux. Et la courbe va vraiment de manière exponentielle et on les montre pas juste pour le folklore, on leur montre parce que ça a une incidence sur la suite des choses. Ces enfants qui ont 8 ans, en auront 12 un jour, en auront 18, en auront 21, etc. Donc, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de développement si on veut répondre à l'ensemble des demandes qu'il y a de ce côté-là. Et puis là, pour l'instant, on voit malheureusement que il n'y a pas beaucoup d'ouverture du gouvernement à l'heure actuelle par rapport à ça. C'est comme, on est un peu bloqué même pour parler de ces problématiques-là, mais c'est un enjeu énorme parce que ça met tellement de monde en détresse qu'il faut qu'on en parle. Oui. Catherine, bien sûr, comme sociologue, chercheur, est-ce qu'il y a des solutions? Bien sûr qu'il y a des solutions. C'est une question de choix de société, en fait. On doit décider comme société qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là, pour ces familles. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Et si c'est une priorité socialement, mais des solutions, il en existe. Et il y a moyen vraiment, je veux dire, de créer, d'imaginer toutes sortes de lieux qui sont mieux adaptés, de donner davantage de soutien aux familles qui peuvent garder leurs enfants avec elles, et puis de donner des services. Je veux dire, il y a rien qui est impossible. Tout est une question de choix et de moyens. Et je trouve que des organismes comme Autisme Montréal, comme la Fédération québécoise de l'autisme et toutes sortes d'organismes de défense ou de promotion des droits des personnes font un travail qui est très important. Et puis des émissions comme celle-ci aussi, qu'on puisse en parler à la radio, c'est un travail très important parce que il faut sensibiliser les gens et puis les décideurs politiques et de faire les bons choix. Et c'est là que va venir la lumière au bout du tunnel. Ah non, tout à fait, tout à fait. Catherine Perrault, déjà merci d'avoir écrit ce livre pour mettre en lumière, rendre visible les parents derrière ça. Puis, est-ce que vous auriez une solution ou des améliorations possibles? Absolument. Merci pour les bons mots pour le livre, d'abord. Ensuite, tu sais, moi, pour l'avoir vécu de très près, en fait, tu sais, ce dont moi, j'aurais eu besoin, c'est davantage, premièrement, de soutien financier pour me permettre de ne pas travailler à temps plein. C'est pour me permettre de m'occuper de mon enfant, puis de me dire, parce que comme je le disais, c'est un travail. J'aurais eu besoin aussi d'un système de répit, de quelque chose qui fonctionne au niveau du répit. Moi, comme mon fils avait des troubles graves de comportement, on me répondait, les troubles sont trop graves, donc le service n'existe pas. Donc, j'étais constamment isolée avec mes troubles, avec mon fils qui a ses problèmes de comportement. Donc, il faudrait vraiment mettre en place un vrai système de répit avec un partenariat avec les familles où, tu sais, graduellement, l'enfant il pourrait aller dans une autre famille, un autre lieu pour s'habituer à une autre maison, une autre famille qui fait qu'un jour, peut-être que ce sera cette famille-là qui sera choisie comme famille d'accueil, mais là, il n'y a comme pas ce partenariat-là qui existe. C'est comme le répit qu'on a, c'est vraiment d'aller le porter puis de dire on va aller le rechercher dans 24 heures, on se fait dire c'est trop difficile, regardez-le à la maison. Tu sais. Donc, je trouve qu'il manque, il y a une structure, il y a un filet qui manque là, pour le soutien aux familles à ce niveau-là. Puis ensuite, tu sais, c'est certain que moi, je pense que nos personnes
nos personnes handicapées qui se retrouvent en centre d'hébergement, c'est nos personnes les plus vulnérables, puis ils n'ont pas de voix, tu sais, pour le dire que ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on permette à ce que des gens vivent dans ces lieux-là encore aujourd'hui, qu'on fasse ces choix-là, tu sais, de société. Je comprends que beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais on a quand même des décideurs politiques qui le sont au courant. Tu sais, je comprends pas qu'on accepte ça encore comme société. Voilà. Ouais. Puis pour terminer, on va terminer avec vous, Catherine. Donc, alors pour les parents qui vous écoutent, une phrase pour l'encouragement. Une phrase, en fait, c'est de voir chaque journée comme une réussite. Puis de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Parce que, puis quelle petite chose aujourd'hui s'est bien passée pour moi, parce que il faut travailler beaucoup notre résilience quand on est parent d'un enfant à grands besoins, puis apprendre à voir notre bonheur dans les petites choses. C'est ce qui fait qu'on est en mesure de rebondir quand des grands drames nous arrivent. Moi, je pense que c'est une des choses qui m'a sauvé la vie, d'être en mesure de retrouver mon bonheur dans les petites choses. Voilà. Merci. Merci, mesdames, vraiment, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Donc, je rappelle que mes invités sont Catherine Perrault, mère d'Eliott et autrice, Nathalie Boulet, intervenante à Autisme Montréal, et Catherine Desrivières-Pigeon, professeure de sociologie à l'UQAM. Donc, merci, mesdames. Ceci met fin à notre émission. Merci. Ça s'est passé assez vite. Donc, merci à toute mon équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.